Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire la présentation de l'ordre de Veyel, chapitre 1 et chapitre 2. Allez, go 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 les crocodiles! Donc, comment se joue l'ordre de Veyel? Avant tout, c'est un jeu qui est de 1 à 7 joueurs. C'est un jeu de Paria Édition à partir de 15 ans. On a la possibilité de jouer seul, voilà, en jouant un personnage ou plusieurs personnages. On peut jouer en coopération avec ses amis, ou on peut jouer aussi avec un MDD, ce qu'on appelle le maître du donjon, qui va gérer tout ce qui va être les monstres, les ennemis, et tout ce qui va être divers effets de jeu. Et tout ce qui va être placement de salles et autres. Nous allons voir ça en détail. Moi, j'ai été agréablement surpris de faire la découverte de ce jeu. Voilà, je ne le connaissais pas. Et je l'ai découvert par hasard en me baladant sur YouTube. Au passage, ils ont une super chaîne YouTube où ils parlent du jeu, où ils font le descriptif de leur personnage. Ils ont aussi un site qui va vous permettre de créer des objets, de pouvoir sauvegarder vos personnages, d'en apprendre un peu plus sur l'univers de l'ordre de Veyel. Je trouve que le jeu est excellent. Moi, ça faisait très longtemps que j'attendais un jeu comme ça. Voilà. C'est un jeu qui, dans un premier temps, quand vous allez jouer dans le chapitre 1, qui va vous permettre d'avoir un accès relativement facile au jeu de plateau. C'est un mix entre le jeu de plateau, le jeu de cartes. Et en même temps, on va avoir une création de fiches, de personnages et d'évolution de personnages qui va faire penser au jeu de rôle. Le chapitre 2 va carrément être un livre dont vous êtes le héros en 3D. Voilà, vous allez être immergé dans une incroyable aventure dans cet univers médiéval fantastique. Et apparemment, il va y avoir un chapitre 3 qui va sortir et qui là, par contre, va carrément être du pur jeu de rôle. Et peut-être, enfin, j'ai pas de détails, hein, donc je pense qu'il va y avoir encore un côté jeu de rôle qui va être encore un peu plus poussé. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait presque une dizaine de parties du chapitre 1. J'ai fait la campagne du chapitre 2. Voilà, je l'ai fait en solo, en jouant trois personnages. Je me suis régalé. Voilà, j'ai fait, faut compter un peu plus d'une vingtaine d'heures pour faire la campagne complète. Voilà, c'est pas forcément long. Mais moi, je l'ai tombé en une semaine, non-stop, tous les matins. Avant de commencer à travailler, je me lève à 5 heures, de 5 à 7 heures du matin, hop, je me faisais une petite session de jeu, et de temps en temps, le soir, je m'en refaisais une petite session de jeu également. Donc voilà, j'ai tombé la campagne en une semaine, et je me suis régalé. Donc je vais partager avec vous mon expérience de jeu sur ce jeu de plateau. Et donc dans un premier temps, sur cette vidéo, on va parler du chapitre 1. Par la suite, on va parler du chapitre 2. Et après, on va parler de certaines modifications que j'ai fait sur le chapitre 2. Voilà, il faut savoir que Paria Édition l'annonce clairement hein, dans son livre de règles qu'il y a la possibilité de mixer des règles entre le chapitre 1 et le chapitre 2, de personnaliser un peu les règles si certains aspects nous dérangent. Donc j'ai pas hésité à le faire pour avoir une expérience de jeu encore plus agréable à mes yeux. Donc sur ce chapitre 1, donc on va commencer, je vais vous faire une petite explication des règles assez rapide, vous allez voir c'est très rapide, avant de parler du chapitre 2. Donc en termes de matériel, on a ce super plateau de jeu, voilà, qui va correspondre là à
Toutes ces cases vont correspondre à des salles d'un donjon. Là, on voit qu'il y a l'aile ouest, l'aile centrale et l'aile est. Voilà. Et donc, chaque aile va avoir des cartes qui vont être posées. Et à chaque fois que nous allons découvrir une pièce, on va retourner une carte pour voir ce qui se passe dans cette pièce. Ici, nous avons le paquet de cartes du forgeron. Donc, vous voyez, il y en a un. Regardez, tout ça, c'est de l'équipement. Voilà. Vous voyez que... Alors là, j'ai les cartes du chapitre 1 et du chapitre 2 qui sont mélangées. Mais il faut savoir que j'ai retiré énormément de cartes du chapitre 1. Parce qu'en fait, quand on arrive au chapitre 2, on nous fait enlever tous les doublons pour ajouter des cartes uniques. Et donc là, il faut imaginer que sur toutes ces cartes, il n'y a pas de doublons. Donc on va avoir quasiment autant de cartes sur le chapitre 1. Voilà. Mais il y aura quelques doublons, alors que quand on va rajouter les cartes du chapitre 2, on n'aura plus de doublons et on va avoir une quantité de cartes incroyable. Voilà. Et donc, les cartes qu'il y a à l'intérieur correspondent à tous les équipements que nous allons pouvoir avoir au cours de notre aventure. Moi, j'aime bien ce petit côté graphisme, crayonnage, là en noir et blanc, en sépia plutôt. Je trouve ça très sympathique. Ici, on va avoir le paquet événements. Voilà, ça c'est le paquet que vous allez apprendre à tester au cours de l'aventure. Voilà. Il va se passer des effets de jeu qui vont vous faire tirer des cartes événements. Et inutile de vous dire que les cartes événements ne sont pas négatives, elles sont ultra négatives. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, les événements. À chaque fois que vous allez tirer une carte événement, je vous jure, vous allez avoir des sueurs froides. Ici, vous allez avoir les cartes de l'alchimiste. Voilà. C'est des cartes que vous allez pouvoir gagner ou acheter également. Et il y en a de toutes sortes différentes. Vous voyez, ça ne manque pas. Et là, par contre, pour les besoins du jeu, il y a certaines cartes qui sont en double, en triple ou en quadruple. Voilà, ça, c'est pour ce qui est des cartes. Donc on va avoir là, c'est toutes les cartes de salle, parce qu'il va y avoir des cartes pour chaque salle. Il va y avoir des cartes qui vont être aussi de salle unique, qui vont être liées à un boss de fin. Là, il va y avoir des cartes qu'on appelle le phylactère, qui va être des cartes qui vont être tirées aléatoirement et qui vont être données à chaque joueur en début de partie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un bon coup de pouce. Et enfin, on dit tirer aléatoirement, mais si vous voulez, on peut aussi les choisir. Hein. Rien ne l'empêche. Ensuite, nous allons avoir des D20 et des D6, voilà, qui vont nous servir pour le jeu. Nous allons avoir une très jolie bourse. Et à l'intérieur, il va y avoir plein de jolies gemmes qui vont nous servir pour notre partie. Voilà. Il va y avoir plein de petits pions qui vont nous servir pour monter de niveau. Voilà, pour afficher notre niveau. Il va y avoir des autres pions qui vont être le boost de nos caractéristiques et autres. Hop, des petites choses comme ça, là, qui vont nous servir à faire tenir les cartes au besoin. Et nous allons avoir plein de petits cubes comme ça pour mettre sur notre fiche de personnage. Et nous allons voir maintenant donc un livre de règles, voilà, avec un petit récapitulatif des règles derrière. Et hop, des pions, plein de jetons. Voilà, le jeton défenseur, je vais vous expliquer après à quoi il sert. Le pion joueur. Il y a plein d'autres pions, voilà, qui vont servir pour divers effets de jeu. Voilà. Vous pouvez retrouver toute la liste des pions. Voilà, si vous n'arrivez pas à retrouver exactement à quoi correspondent les pions
sur le site de Paria Édition. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, ne serait-ce que pour sauvegarder vos parties, pour créer des persos, créer de l'équipement. Voilà, le site est vraiment bien fait. Il y a plein d'aides de jeu, les livres de règles, tout ce qu'il faut pour se lancer dans l'aventure. Ils ont aussi un YouTube qui est très très bien, qui va parler un peu du background des personnages, du monde, un très bon tutoriel de règles du chapitre 1. Voilà, de toute façon, dans ma vidéo, je vais vous mettre les liens d'un peu tout ça. Avec ça, nous allons avoir les cartes des monstres, que voilà. Donc là, on a les monstres qu'on va appeler les monstres communs. Vous voyez, là, c'est des grandes cartes. Si on prend en comparaison du format poker, là, on a de grandes cartes. C'est super joli, ce format de cartes. Et c'est recto verso. Il y a un côté où il y a illustration et de l'autre côté, la règle de chaque monstre. Donc voilà, ça, c'est les monstres que vous allez rencontrer dans ce donjon. Là, hop, on arrive à un autre type de monstre. C'est ce que l'on appelle les monstres puissants que vous allez rencontrer dans le donjon. Ils vont être un peu plus rares, heureusement, parce que ils ne sont pas forcément agréables à affronter. Les illustrations sont superbes. Il n'y a rien à dire, dès qu'on voit les illustrations, on est immergé tout de suite dans l'ambiance de l'univers de ce jeu. Et là, les 4 monstres, les 4 boss de la fin. Et croyez-moi, quand vous allez les affronter, vous allez en verser des larmes, parce qu'ils ne sont pas souples, hein. Ils ne sont pas tendres, ils ne sont pas là pour nous faire des cadeaux, ces monstres. Ensuite, une fois tous ces monstres, là c'est pareil, hein, dans le chapitre 2, vous allez voir, je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a 2 fois plus de monstres, 2 fois plus de boss, 2 fois plus de tout en fait, 2 fois plus de plaisir, j'ai envie de dire. Ah, ce jeu est vraiment dingue, il est incroyable. L'univers est fou, enfin tout est bon, vous ne serez pas déçus quand vous allez le tester. Donc là, vous voyez les fiches de personnages, regardez, c'est du très gros carton de très belle qualité. Voilà. Donc là, le barde, le barbare, l'aventurier, le chevalier, le magicien, le briseur de horde, l'assassin, l'érudit. Vous voyez, toujours des super illustrations, ça donne envie de jouer, il n'y a rien à dire. Le selleur, le brigand, le guérisseur, le pyromancien et la chamane. Et là déjà, vous voyez, par rapport à certains jeux où on va se retrouver avec 4 pauvres personnages dans la boîte, là, il y en a une bonne dose. Hein. Je crois qu'il y en a à peu près peut-être 12 ou 14. Et dans le chapitre 2, il y en a autant, donc ça vous fait presque 30 personnages au choix. Et il y a déjà de quoi faire avec un personnage. Hein. Ensuite, on va arriver donc aux fiches de boss. Voilà. Les fiches de boss, c'est pareil. C'est des grosses fiches comme ça, cartonnées, toujours le même carton. Et voilà. Ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cartes. Et il y en a 4. Donc voilà, là je vous ai fait la présentation des boss, la présentation des personnages. Vous avez vu tout le matériel qu'il y a dans une boîte de base. Donc maintenant, on va voir ensemble comment se joue ce jeu. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Vous avez ici donc le donjon. Les joueurs en début de partie, ils vont choisir une aile où qui vont pouvoir explorer. Donc là par exemple, on dit que je vais sur l'aile Est, tout simplement. Je vais retourner la carte et je vais lire ce qui est inscrit sur la carte. Et
Je vais résoudre ce qu'il y a sur la carte et je vais pleurer. Donc là, on me dit, lancez un D6 pour déterminer le nombre de monstres qui ne peut dépasser le nombre de joueurs. Mettez le nombre maximum si un joueur est niveau 5. Voilà. Donc tout simplement, cette première allée va faire apparaître des monstres. Une fois qu'on va résoudre cette salle, on va pouvoir passer à la salle suivante. Si je passe à la salle suivante, je vais pour gagner un point d'endurance. Je vais vous expliquer après à quoi servent les points d'endurance. Et par exemple, si je viens dans cette salle, je vais révéler la salle et puis à nouveau, je vais résoudre ce que fait cette salle. Si par exemple, je voulais de cette salle passer à une salle au-dessus, mais en changeant d'aile, par exemple si je venais là, voilà, hop, la même chose, je retourne la carte, je vais résoudre la carte, mais par contre, ça va faire piocher au maître du donjon une carte d'événement. Voilà. Et à fur et à mesure que le maître de donjon va piocher des cartes événements, il va avoir son petit deck de cartes événements. En début de partie également, et à chaque fois que les aventuriers vont revenir dans la zone de repos qui est ici, il va piocher des cartes événements. Et à chaque fois qu'un joueur en combat, en attaque, va faire, ou mon D20, va faire un 5 ou moins sur le D20, il va piocher une carte événement. Et je peux vous assurer qu'il va pleurer. Ou pleurer de rire aussi, hein, parce que nous, il y a eu des situations assez cocasses. Et, franchement, si vous avez une bonne table avec une bonne ambiance, il peut y avoir des situations de jeu assez incroyables où on se tape vraiment des barres de rire. Moi, ça m'est arrivé avec les copains. Et donc, voilà. Pour ce qui est de se balader sur ce donjon. De toute façon, quoi qu'il arrive, une fois que vous allez arriver au bout de l'allée, comme ici, il n'y a plus de cartes à révéler, les joueurs vont prendre la décision soit d'affronter le boss final. Voilà, donc, en début de partie, on va sélectionner un boss, par exemple celui-ci. Et donc, une fois qu'ils seront arrivés au bout de la dernière pièce, ils peuvent choisir soit de l'affronter, soit de revenir à la zone de repos. À partir du moment où ils reviennent dans la zone de repos, on va mettre une nouvelle rangée de cartes, voilà, qui va être prédéfinie dans le livre de règles. Et ainsi de suite, ils vont refaire une allée, ils vont décider s'ils vont affronter le boss ou ils reviennent à la zone de repos. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout. Voilà, vous voyez, il y a une allée qui comprend 5 cartes. Ou tout simplement s'ils ont fait 5 allers-retours, car on ne peut pas dépasser 5 allers-retours, et donc forcément, à partir du 5e, ils sont obligés d'aller affronter le boss, ou soit les joueurs seront morts avant. Quand les joueurs sont morts, par exemple là ils se retrouveraient dans cette pièce et tous les joueurs seraient morts, et bien tout simplement ils vont revenir sur la zone de repos. Ou ils peuvent arriver dans une salle, ils n'auraient pas fini l'allée, mais ils se disent, bon, ben voilà, si on va plus loin, il y a encore du danger, c'est dangereux, on retourne à la zone de repos. La même chose. Qu'est-ce qui se passe quand ils vont être dans la zone de repos? Dans la zone de repos, ils vont avoir la possibilité de monter de niveau pour augmenter leurs caractéristiques. 2, d'acheter de l'équipement chez le forgeron, d'acheter de l'équipement chez l'alchimiste, de reprendre le maximum de leur point de vie et leur maximum de points d'endurance. Et donc là, on va arriver sur la fiche de personnage. Comme ça, vous allez voir à quoi correspond l'endurance et les points de vie qui sont appelés, pas points de vie, mais vitalité. Donc là, vous voyez que vous avez la vitalité et l'endurance. Donc ça correspond au score de départ. Donc on va mettre notre petit cube de couleur, là, la 6 en vitalité, je vais le mettre sur le 6. La 5 en endurance, ma chamane, je vais le mettre sur le 5. En dessous, vous avez la force, la dextérité, l'intelligence et la foi. La défense, qui est ici, et la réduction de dégâts. On va pouvoir augmenter la défense avec une armure et un bouclier, et augmenter la réduction de dégâts aussi avec l'armure et un bouclier. Je vais vous expliquer après
en combat, à quoi correspond la réduction de dégâts. Et à quoi va nous servir aussi, après on va voir en détail l'équipement, vous allez voir à quoi correspondent les caractéristiques. Ici, vous allez pouvoir mettre un objet là, un objet là. Les objets, vous allez pouvoir les acheter chez l'alchimiste. Et ici, vous allez pouvoir mettre une armure, une arme, une autre arme ou un bouclier, ou alors ne pas avoir les deux lignes du bas et avoir une arme à deux mains. À deux mains, la carte, on la mettra là. Ici, on va pouvoir mettre une rune. Une rune est un équipement qui va vous permettre de booster vos caractéristiques. Et ici, nous allons avoir l'équipement de départ en début de partie. Voilà, on va vous dire l'équipement de départ que vous allez avoir. Ici, vous avez les capacités. Une capacité que vous allez pouvoir utiliser à partir du niveau 3 et une deuxième capacité que vous allez pouvoir utiliser au niveau 5. Tous les personnages ont une capacité à débloquer niveau 3 et niveau 5. Donc, vous allez vous équiper en début de partie. Là, ici, vous allez mettre votre pion de niveau. On voit les pions qui sont là. Donc, voilà, selon le niveau, vous allez mettre le pion qui correspond, tout simplement. Et ça va vous donner état de votre niveau. Et donc, quand vous serez niveau 3, vous allez pouvoir débloquer la capacité niveau 3, niveau 5, le niveau 5. Tous les personnages, c'est la même chose. Ils ont une capacité niveau 3 et ils ont une capacité niveau 5. Quand vous allez être sur la zone de repos, une fois que vous allez, par exemple, si vous allez découvrir des coffres ou débloquer des salles qui vont vous donner des cristaux, quand vous allez faire des combats, que vous allez tuer des ennemis, vous allez pouvoir gagner des cristaux également. Avec ces cristaux, quand vous allez revenir dans la zone de repos, vous allez pouvoir acheter des objets chez le forgeron. À chaque fois que vous allez être chez le forgeron va vous proposer 5 équipements. Voilà, il va vous proposer, alors, une petite différence qu'il y a dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Dans le chapitre 2, tous les objets sont mélangés et vous allez piocher, le forgeron va vous proposer des équipements du tas de cartes. Par contre, dans le chapitre 1, tous les objets sont mélangés et le forgeron va pouvoir vous proposer 5 objets. Voilà. Enfin, 5 équipements, parce que les objets, c'est le nom qui est donné chez l'alchimiste. Et par contre, dans le chapitre 2, il y a un tas d'équipements pour les équipements qui sont bronze et argent. Et il y a un tas avec les équipements qui sont or. Voilà, on voit qu'ils sont de couleur or. Tout simplement. Et donc, le forgeron va nous proposer 5 cartes. Voilà, 5 équipements. Et vous avez le prix en bas, là, avec les cristaux. Donc vous allez pouvoir acheter autant d'équipements que vous avez de cristaux. Vous avez aussi l'alchimiste qui va vous proposer des objets qui sont ici. Et par contre, à la différence du forgeron, c'est que vous pouvez consulter tous les objets. Ils ne sont pas tirés au hasard. Vous allez choisir les objets que vous voulez. Voilà, donc en fait, il y en a plein. Voilà, vous voyez, ça ne manque pas. Et vous allez pouvoir choisir les objets que vous voulez. Tout simplement. Une fois que vous aurez acheté le ou les équipements, objets que vous voulez, vous allez pouvoir vous en équiper. Vous allez pouvoir aussi monter de niveau. Alors comment on monte de niveau? C'est tout simple. Si vous êtes niveau 1 et que vous voulez passer niveau 2, vous payez un cristal. Si vous êtes niveau 2, vous voulez passer niveau 3, vous payez 2 cristaux, et ainsi de suite. Vous allez payer le nombre de cristals du niveau en cours, jusqu'au niveau 5. Voilà. Et dans le chapitre 2, les personnages montent jusqu'au niveau 7. Donc voilà, pour ce qui est du niveau.
À chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez pouvoir mettre un plus 1 dans la caractéristique que vous voulez. Voilà, ici donc, ça va être le boost des caractéristiques, et ici le boost des runes, si vous avez une carte qui vous augmente les caractéristiques. Et vous allez pouvoir poser vos équipements, objets et autres. Quand vous avez des objets en rab ou autres, ils vont être mis à côté. À chaque fois, vous pourrez changer d'équipement ou autre. Par contre, vous ne pouvez pas avoir plus d'objets que les 2 emplacements. Sauf dans le chapitre 2, on vous dit que si vous voulez, vous pouvez avoir un sac sans fond, et du coup, dans ce sac, vous allez pouvoir avoir plusieurs objets. Donc, à vous de voir comment vous voulez le jouer. Donc, ensuite, voilà comment on va monter de niveau quand on va être dans la zone de repos. Quand on revient dans la zone de repos, on récupère, comme je disais, toute sa vitalité et toute son endurance. On va pouvoir acheter des objets, acheter de l'équipement, et on est prêt à repartir au combat. À partir de là, le M2D va reprendre les cartes qui sont dévoilées. Hop. Ils vont en choisir 2 autres, admettons ces 2-là. Il va les mélanger et il va les repositionner. Voilà. Et quand les héros sont venus donc sur la zone de repos, il va mettre la rangée de cartes suivante. Et ainsi de suite à chaque fois que les héros vont venir à la zone de repos. Du coup, vu que ça a été mélangé, on ne peut pas savoir ce qu'il y a sur certaines allées, vu que la disposition a changé. Sauf s'il y a une allée, il n'a pas pris de carte, donc du coup ça nous donne des indications. Quand on va jouer en solo, tout simplement on jette un D6 et comme ça on va prendre aléatoirement les cartes et les mélanger et les repositionner. Voilà tout simplement la différence. Moi, quand j'ai joué seul, j'ai joué 3 personnages. Je trouve que c'est la combinaison gagnante, 3 personnages. On peut en jouer moins, hein. On peut jouer qu'un personnage. Bon, un c'est difficile. 2 c'est pas mal, mais je trouve que 3 c'est là où vous allez avoir le plus de polyvalence. Alors c'est vrai que vous allez avoir des cartes de partout, c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça que c'est le plus intéressant. Même quand j'ai fait la campagne du chapitre 2, j'ai joué 3 personnages. Donc ensuite, ça c'est la façon dont on va se balader sur le donjon. Voilà comment se passe la fiche de personnage. Et maintenant, nous allons voir comment se passe un combat. Tout simplement, on a vu tout à l'heure qu'on a tiré une carte. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. On a tiré une carte qui nous dit qu'on va tirer un D6 et que ça va nous donner le nombre monstre qui va faire son apparition. Voilà. Donc, je vais prendre le paquet de mes monstres. Je prends mes monstres. Hop, je trouve. Alors, c'est pareil, hein. Dans le chapitre 2, vous avez le double de monstres, de boss, de créatures puissantes et autres. Donc ça va doubler la rejouabilité, c'est vraiment génial. Voilà. Donc tout simplement, là j'ai mes monstres communs. Hop, comme ça. Vous avez vu, les cartes sont recto verso. Alors comment on va faire? Tout simplement, je mélange et je vais tirer la carte par en dessous. Comme ça, je vois pas ce que c'est. Donc admettons, je suis seul, donc allez. Donc forcément, je vais avoir un monstre. Je vais me retrouver face à un assassin squelette qui a une attaque de 6, une défense de 7, 5 points de vie, une armure de 0, et il inflige 3 points de dégâts et ignore le défenseur, ignore la défense. Allez, il pique lui, il ignore la défense. On va peut-être pas prendre lui pour l'exemple parce qu'il ignore la défense. Voilà, on va prendre celui-là. Donc voilà, celui-là est pas mal. L'arbalétrier squelette. Donc comment va se passer le combat? Tout simplement, notre héros, forcément, hein, il va avoir une arme. Donc allez, on va dire que, admettons que notre héros serait équipé de cette masse qu'il aurait achetée dans une de ses précédentes aventures chez le forgeron. On voit qu'il lui faut, voilà,
3 en force pour posséder la masse. Donc admettons, une fois qu'il aurait été à la zone de repos, il serait passé niveau 4, niveau 2, et il aurait mis un +1 en force. Voilà. Et là, donc, il serait passé niveau 2. Admettons, hein, il aurait déjà eu de l'expérience, il aurait gagné des cristaux et ça lui aurait permis de passer niveau 2. Du coup, il pourrait s'équiper de sa masse. Voilà. Il pourrait s'équiper de sa masse et il serait prêt au combat contre notre archer squelette. Les personnages, nos aventuriers et tous les méchants possèdent une seule action. Cette action va nous servir pour le combat. Voilà. Donc, tout simplement, on commence par les héros. Dans le chapitre 1, on détermine qui est le premier héros qui va jouer et on continue dans le sens d'une aiguille d'une montre. Par contre, dans le chapitre 2, on joue les héros dans l'ordre que l'on veut. Et je trouve que c'est très bien. Moi, je l'applique aussi dans le chapitre 1. Je trouve que c'est très bien de jouer dans l'ordre qu'on veut. On n'est pas figé dans un ordre. C'est au niveau stratégique, en plus, on peut faire beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus intéressant. Donc là, comment ça va se passer un combat? Tout simplement, on va prendre notre carte. Voilà. On va voir les caractéristiques qui sont dessus. Sur la carte, on nous dit qu'elle peut être... C'est une arme à une main. Voilà. On peut avoir 2 armes à une main. On va utiliser la caractéristique de force pour l'utiliser. Le nom de l'arme, le prérequis. Alors on nous dit qu'il faut avoir 4 en force et 3 en dextérité, ce qui est le cas de notre personnage, et que cette arme va infliger 3 points de dégâts. Voilà. Donc, tout simplement, je vais jeter un dé 20. Mon personnage va jeter un dé 20. Voilà, par exemple, j'ai fait 4. À ce 4, je vais rajouter ma force. Là, on voit que j'ai 4. Je fais un total de 8. Comment ça va se passer? Mon squelette, il a, je monte la carte, 2 en défense. Il va jeter un dé 20 également. Il va rajouter le total du dé 20. Si ça fait moins que l'attaque, il est blessé. Si ça fait plus ou égal, il n'est pas blessé. Là, entre autres, j'ai fait un 16. Notre archer squelette ne serait pas blessé. Vous voyez, le combat, c'est pas plus compliqué que ça. S'il était blessé, qu'est-ce qui se passerait? On voit que la masse, que voilà. La masse fait 3 points de dégâts. À ces 3 points, on va déduire la valeur de défense, qui est de 1. Donc du coup, il ne ferait plus que 2 points de dégâts. On voit qu'il a 5 points de vie. Il lui resterait 2 points de vie. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que tous les héros ont tapé, c'est au tour du méchant de taper. Et donc on dit qu'il fait 4 points de dégâts et qu'il ignore le défenseur. Il ignore le défenseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, avant chaque attaque d'un ennemi, on va prendre le pion défenseur, là, hop, et on va l'attribuer à un héros. Et ce qui veut dire que le héros qui va avoir le pion défenseur va se prendre toutes les attaques. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir dans la team un bon défenseur pour pouvoir encaisser tous les coups, quoi. Et justement, vous verrez dans le livre de règles, on vous fait le listing de tous les personnages qui sont des supports, tous les personnages qui sont des attaquants, tous les personnages qui sont des défenseurs. C'est pour ça que je dis que même si on joue en solo, je pense qu'il faut quand même jouer 2 personnages parce que c'est difficile à la fois de tout encaisser et de taper, d'avoir le même rôle, c'est dur, c'est dur. Donc je pense qu'il faut jouer au moins 2 personnages pour que ce soit plus agréable en termes de jeu. Donc ça, c'est ce qui est le combat de base. Dans le chapitre 1, on vous dit qu'en fait, les méchants ne jettent pas le dé et font automatiquement un score de 5. Dans le chapitre 2, on nous dit que au final, il peut jeter le dé aussi. Et je préfère qu'il jette le dé, c'est quand même mieux. On a des plus grandes surprises,
au niveau du combat et autres. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc il ne faut pas hésiter à lui faire lancer le dé. Parce que ça ne s'arrête pas là. Là, on a vu des scores de base. Mais il peut se passer des choses sur le jeté de dés. Si je jette le dé et que je fais un 20 en attaque, c'est une réussite critique. C'est le genre de phénomène qu'on retrouve dans tout bon jeu de rôle. Et quand je fais une réussite critique, en fait, je vais doubler les dommages de mon arme. Si j'attaque et que le méchant fait un 1 en défense, c'est pareil, il fait un échec critique en défense et ça va doubler mes dégâts. Par contre, si moi je fais un 20 en attaque, une réussite critique donc, et que lui il fait un 1 en défense, un échec critique, ça va quadrupler mes dommages. Alors là, croyez-moi que mon pauvre archer squelette qui a 5 points de vie, il n'apprécierait pas la contredanse. Là, c'est punition, comme on dit chez moi. Voilà. Et donc, ensuite, pour ce qui est l'inverse, si l'archer squelette fait un 20 en attaque, c'est une réussite critique. Et là, il ignorerait ma réduction de dégâts, car nous allons avoir des armures. Je crois que j'en ai, là. Hop, voilà, par exemple. Ici, j'ai une armure de cuir qui me dit que j'ai réduit de 1 point les dégâts subis et que ça rajouterait 2 points à ma défense. Donc quand je vais jeter mon jet de défense, du coup là vous voyez j'ai une défense de base de 3, je rajouterai le 2 de mon armure de cuir à rajouter à mon score de dés. Voilà. Et donc comme je disais, si par contre je fais un échec critique, que je fais 1 à ma défense, il va ignorer ma réduction des dégâts. Voilà, lui par contre il ne fait pas double dommage. Et par contre si tous les deux font un 20, et bien là c'est pas du tout une réussite critique, on comptabilise juste les points et c'est une attaque normale en fait. Ça annule l'effet critique. Voilà comment se passe un combat, c'est pas plus difficile que ça. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnages ont des capacités, une capacité niveau 3 et une capacité niveau 5. Et bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est que pour mon action, à la place de taper normalement, je déclencherai une capacité. Voilà, tout simplement. C'est ce que ferait mon personnage. Donc vous voyez, il n'a qu'une action, ça va super vite. Le combat, là-dessus, aucun problème. C'est ce qui est génial dans ce jeu, c'est très dynamique, on enchaîne les combats, on revient, on discute entre nous, alors attends, comment on fait, comment je me booste, moi je peux passer le niveau, moi il me faut ça, ça, ça. Je trouve que c'est excellent comment ça se goupille. C'est très dynamique, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas de temps mort, j'aime beaucoup ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand on va tuer tous les monstres qu'on a affrontés? Ces gentils petits monstres vont nous donner chacun 2 cristaux. Et chaque monstre va nous permettre de jeter un D6. On va jeter notre D6, tout simplement. Si je fais un chiffre pair, je vais pouvoir piocher 2 cartes chez le forgeron. Et si je fais un pair, malheureusement, je ne piocherai pas de cartes. Si, par malchance, dans le donjon, je rencontre un monstre puissant, le monstre puissant va me donner 6 cristaux et va me permettre de jeter 4 dés à la fin du combat, hein, d'accord? Et pareil, sur des paires, je vais pouvoir piocher des cartes chez le forgeron. Alors, les cristaux vont nous permettre d'être utilisés quand on va revenir dans la zone de repos. Et les cartes qu'on va piocher, l'avantage c'est que, en gros, c'est de l'équipement qu'on va trouver, qu'on va ramasser sur les cadavres, et on va pouvoir s'en équiper tout de suite dans le donjon. Voilà, c'est l'avantage. Donc, on n'a pas besoin de retourner dans la zone de repos pour s'équiper de ce qu'on va trouver sur les cadavres. C'est l'avantage. Et au cas où, de toute façon, quand on retournera dans la zone de repos, s'il y a des armes ou autres qu'on ne veut plus, on peut les revendre au forgeron.
Une carte, c'est tout simplement un cristal. Voilà. On vend un équipement pour un cristal. Et donc voilà, là vous connaissez tout simplement toutes les règles de l'ordre de Viel. Une fois qu'on arrive, donc je disais, au bout, on va avoir notre terrible affrontement avec le boss. Je vous en dis pas plus, ça je vous laisse découvrir par vous-même quand vous allez l'affronter. Donc voilà pour ce qui est des règles du chapitre 1. Maintenant nous allons passer au chapitre 2. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose comme règles, mais par contre le style de jeu se transforme, s'améliore, évolue, et là on arrive sur quelque chose d'encore mieux. Maintenant, on va attaquer le chapitre 2. On va voir comment se joue le chapitre 2. En fait, vous allez voir, c'est les mêmes règles que le chapitre 1. Hein. En fait, il va y avoir quelques subtilités, quelques petits changements, mais aucun changement majeur, quoi. Donc autant le chapitre 1, on est sur un pur dungeon crawler, pur porte-monstre trésor. Là, on va vivre une vraie aventure. Là, on va explorer, on va voyager, on va faire plein de choses incroyables. Ce qui est marrant, c'est que déjà, nos aventuriers vont commencer l'aventure niveau 5. Voilà, en fait, ils considèrent que les personnages ont voyagé, ont vécu, c'est déjà des grands héros, ils sont reconnus par leur père, et donc ils commencent déjà avec de l'expérience et ils commencent niveau 5. Nous allons voir maintenant, dans un premier temps, ce qu'il y a dans cette boîte, et après je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors déjà là, vous avez vu, là c'est des feuilles A4 un petit peu cartonnées. Voilà, on voit là, c'est assez fin, mais bon, ça fait le taf. C'est plateau de jeu. L'avantage, c'est que par exemple, on pourrait les mettre dans un classeur. Ça nous permettrait d'avoir tous les plateaux de jeu dans un classeur, et quand on a besoin de les chercher, c'est beaucoup plus simple. Et si vous faites les attaches du classeur à l'extérieur, vous pouvez très bien placer votre plateau en ayant les protections plastiques du classeur. Ou alors, vous pouvez les plastifier. Hein. Vous achetez une plastifieuse, je crois que c'est 10 € sur Internet. Et les 100 feuilles, vous en avez pour 10 €, et du coup, voilà, vous plastifiez. Mais je trouvais que les feuilles classeurs, ça peut être une bonne solution de rangement et facile pour retrouver les plateaux. Parce que, en fait, le truc, c'est que s'il n'y avait qu'un plateau, vous me diriez, ah ouais, quand même, pour un plateau, une seule feuille comme ça, 4, burf, c'est moyen, burk. Mais voilà, en fait, il y a tout ça. Regardez ça. Il y a, je crois, 75 feuilles de plateau, en fait. C'est juste un truc de dingue. Et il en faut entre 4 ou 6 pour faire un plateau. Toutes les feuilles sont recto verso. Donc imaginez le nombre de plateaux différents, le nombre de plateaux de jeux différents que ça fait. Et en fait, quand vous allez vivre cette aventure, à chaque fois que vous allez arriver sur un champ de bataille, vous allez avoir le plateau. Et je trouve ça génial parce que du coup, vous avez le descriptif dans le livre des lieux, tout ça. Et puis des fois, bon, bah, on ne se l'imagine pas totalement quand on lit un livre dont vous êtes le héros ou qu'un maître de jeu vous conte l'aventure. Et là, hop, vous avez le plateau de jeu en appui. Et je trouve ça fantastique. Donc, comme je vous disais à l'instant, un livre dont vous êtes le héros. Donc en fait, le voilà. Voilà cet incroyable livre en fait. Regardez ça. C'est un truc de fou. Voilà, 331 pages, 32. Regardez ça. La taille du bouquin, tout ce qu'il y a, c'est génial. Et en fait, c'est votre livre d'aventure pour le chapitre 2. C'est là-dessus que vous allez vivre toutes vos aventures incroyables. Et donc, bah, à chaque fois, ça va se jouer comme un livre dont vous êtes le héros. À chaque fois, on va vous donner plusieurs choix. Vous allez passer sur un chapitre différent jusqu'au moment où vous arrivez à un champ de bataille. On va vous poser le champ de bataille et vous allez pouvoir combattre. Je trouve ça vraiment excellent. Vous avez aussi le plateau de jeu du maître de jeu. On va l'ouvrir. Là, par contre, c'est
un joli cartonné, voilà, un beau paravent, regardez, un grand paravent, voilà, pour le maître de jeu. Parce que comme je vous avais dit sur le chapitre 1, voilà, tiens, on va faire de ce côté-là pour voir le dessin. Voilà, hop, comme ça. Comme je vous avais dit sur le chapitre 1, on peut jouer avec un maître de jeu. J'en voyais pas trop l'utilité. Là, par contre, sur le chapitre 2, je pense que ça peut être carrément bien d'avoir un maître de jeu. Parce qu'il va être le narrateur en fait de l'histoire, il va vous conter l'histoire, il va mettre en place le plateau. La gestion des méchants est différente et je trouve qu'elle va être beaucoup plus intéressante si elle est gérée par un être humain plutôt que par l'IA. Donc ça, on va voir les règles ensemble. Donc je trouve qu'un maître de jeu, là par contre sur le chapitre 2, ça peut être pas mal. Clairement c'est génial, hein, parce que là vos joueurs vont vivre une aventure complètement dingue. C'est super. Donc, comment ça va se passer ce chapitre 2? Donc comme je vous ai montré, il y a un énorme livre d'aventure, il y a un nombre incalculable de plateaux de jeu, un plateau pour le maître de jeu. Évidemment, il y a aussi un livre de règles, voilà, comme le premier. Par contre, il n'y a pas les règles du chapitre 1 dedans, hein, c'est les règles complémentaires. Et nous allons avoir à nouveau une tonne de cartes d'équipement, des cartes alchimiques de chez l'alchimiste, qui va doubler votre équipement, qui va doubler vos cartes chez l'alchimiste. Et par contre, les cartes de salle ne vont plus servir. Le jeton premier joueur, le jeton de joueur ne va plus servir. Par contre, une nouvelle chose qui fait son apparition, du coup, c'est les silhouettes. Voilà, les standees. Que voilà. Et en fait, voilà, recto verso, vous allez avoir tous les personnages du chapitre 1 et du chapitre 2 en standees. Donc je crois que ça fait plus de 200 et quelques standees. Donc vous voyez, là, je les ai mis dans des sachets. Il y en a un. Ça manque pas. Voilà, je crois que ça en fait plus de 200 et quelques en tout. Vous allez avoir une petite réglette pour la ligne de vue. Regardez, je vais vous montrer un petit truc. Hop, ce qui est écrit dessus. Règle de la mauvaise foi en cas de désaccord ludique. Je trouve ça excellent, c'est très marrant. Puis un petit marque-page, voilà, en carton. Et va y avoir aussi... on n'avait pas de carte d'équipement de départ. C'était parmi les doublons qu'on utilisait. Là, du coup, ils ont fait un deck d'équipement de départ. Je ne sais pas si je l'ai... Je ne sais plus où il est. Il doit être quelque part, là. Ah bah là. Voilà. Équipement. Équipement de départ. Voilà. Oui, vous avez... Du coup, tous les objets que vont avoir vos aventuriers au départ vont être là. Voilà. Ensuite, les personnages. On va découvrir ensemble les personnages qui vont nous être présentés cette fois. Un paladin. Donc évidemment, hein, ça fait partie du pool de personnages qui vont être ajoutés au premier personnage. Donc là, on arrive à presque personnages, c'est une trentaine de personnages, c'est complètement dingue en fait. Là, vous avez du matos, vous avez de quoi voir. Hein. La roublarde, alors ça, on va voir après, c'est les méchants. Voilà, le forgeur, l'éclaireur, l'usurpatrice, hop, la guerrière Sylvonne, l'illusionniste, le mage de sang. Il a l'air pas mal, lui. Il faudra que je le joue. Le prodige de l'ordre, imprégné d'Ilus, l'élu divin. Et on arrive aux méchants. Ah, moi qui en ai. Non, c'est les méchants. Voilà. Ça, c'est les nouveaux boss. Donc, du coup, ah bah tiens, là, il y a encore un gentil, le chasseur de l'ordre. Voilà. Donc, du coup, les boss peuvent être ajoutés au chapitre 1, hein, si on joue au chapitre 1.
Tout est compatible, évidemment, hein, du chapitre 1 au chapitre 2. Donc ça nous fait 4 nouveaux boss. Voilà. Inutile que vous verrez, hein, quand vous allez jouer au jeu, inutile de vous dire que les boss sont terribles. Ils sont terribles. Ensuite, donc, comment ça va se passer? Hop, on va prendre une petite fiche de héros. Donc, voilà. Sur le plateau de jeu, donc tout simplement, maintenant, nos personnages ne vont pas posséder une action comme dans le chapitre 1, mais 2 actions. Une action de mouvement et une action de combat. Vous pouvez faire soit l'action de combat et l'action de mouvement, ou l'action de mouvement et l'action de combat, dans le sens que vous voulez. Voilà, tout simplement, l'action de mouvement, vous avez 4 de mouvement. Là, vous avez, je vais vous montrer de près le plateau de jeu. Vous avez des hexagones et voilà, tout simplement, pour un de mouvement, on se déplace sur un hexagone et on a 4 de mouvement. S'il n'y a plus d'hexagones de dessiner, là on les voit à peine en transparent, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller. Là, il y a des hexagones comme ça, qui sont voilà, avec un sens d'une flèche, ça veut dire qu'on peut sauter de là à là. Et là, il y a le prérequis de mouvement qu'il faut pour passer de là à là. Donc là, on est là. Pour 3 de mouvement, on va passer là, tout simplement. Je ne sais pas si ici, il y a les pointillés. Non, étrangement, ils n'y sont pas. Après, il y a des endroits sur la carte où il y a des pointillés. Ça veut dire que c'est des obstacles gênants qu'on ne peut pas traverser, genre si c'était des bâtiments ou autres. Et voilà, pour ce qui est du déplacement, vraiment rien de compliqué. Tout le monde possède 4 points de déplacement et son action exactement comme pour le premier. Je conseille de ne pas regarder les plateaux de jeu pour garder vraiment la surprise pendant l'aventure, de découvrir à fur et à mesure les terrains. Je trouve que la surprise est encore plus forte si vous ne regardez pas le matériel avant, enfin pour ce qui est des plateaux de jeu. La différence entre le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est que, comme je ne sais pas si je vous en avais parlé tout à l'heure, mais du coup il va y avoir 2 tas avec chez le forgeron, le tas avec l'équipement argent et bronze et l'équipement or. Il va y avoir aussi, comme je disais aussi, le dé, on peut le jeter. Maintenant, il n'y a plus cette histoire de chiffre 5. Maintenant, il n'y a plus aussi cette histoire du défenseur au niveau du jeton, parce que tout simplement, quand un ennemi va avoir la possibilité d'attaquer, par exemple, un aventurier à distance, il va tirer aléatoirement un jet de dés pour savoir sur qui il tire. Comme tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler un truc. Il y a les armes à distance et il y a les armes au corps à corps. Les méchants vont être posés dans un ordre spécifique sur le chapitre 1. Si vous avez une arme de corps à corps, vous êtes obligé de taper sur le premier. Les autres sont considérés plus loin. Et si vous avez une arme à distance, vous allez pouvoir tirer sur celui que vous voulez. Voilà. C'est ce que vous permet de faire une arme à distance par rapport à une arme de corps à corps. Je me rends compte que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Là, donc, du coup, c'est beaucoup plus visuel. Hein. Vous êtes au corps à corps, vous allez taper au corps à corps. Vous avez une arme à distance, vous allez pouvoir tirer à distance. Toutes les armes à distance tirent à 6 cases. Donc voilà, c'est simple. En bouge de 4, on tire à 6. On fait de centre à centre de cases pour voir si on a une ligne de vue. Évidemment, les autres personnages vont nous gêner. Pour la ligne de vue, une nouvelle chose qui fait son apparition aussi, c'est ceci. Voilà. Hop. Cette petite barre qui est en haut, la barre de corruption, et en bas, la barre de concentration. Et je trouve ça excellent. La barre de concentration. Parce qu'à chaque fois qu'on va louper un G, on va pouvoir augmenter de 1 cette barre. Ça va mettre le cube, là, on va pouvoir l'avancer. On va pouvoir utiliser 1. Voilà, par exemple, admettons, je loupe un G, je passe à 1.
je vais pouvoir utiliser ce 1 pour descendre mon cube et avoir un +4 à mon prochain jet. Donc en fait, plus je vais louper de jet, plus je vais pouvoir avoir des bonus pour m'assurer une meilleure réussite pour d'autres jets. Je peux cumuler, par exemple, si j'ai mon cube à 2, ben, je peux utiliser les 2 pour avoir un +8 à mon prochain jet. Et je trouve ça bien parce que il y a vraiment des fois des actions qui sont vraiment importantes et qu'il faut à tout prix réussir, et c'est un peu dommage de foutre la partie en l'air juste parce qu'on n'a pas mis toutes nos chances de notre côté. Et donc, mine de rien, il ne faut pas voir le côté comme quoi ça simplifie le jeu, mais plutôt ça va augmenter de la stratégie à notre jeu. Voilà. Et là, nous avons la piste de corruption, en fait, tout simplement. Alors, cette piste de corruption, il faut que je vous trouve chez l'alchimiste, que voilà, vous allez pouvoir acheter. On va essayer de trouver ça. Hop, catalyseur de corruption. Voilà. En fait, quand vous allez acheter cette carte, le catalyseur de corruption, ça va vous permettre d'aller, donc elle coûte 3 cristaux, et ça va vous permettre d'acheter un pouvoir de la corruption qui se trouve ici. Donc vous allez choisir un pouvoir qui est là et que vous allez pouvoir utiliser. Voilà. Quand vous allez utiliser ce pouvoir, ben c'est tout simple. Vous allez jeter un des 20 et il va falloir faire au-dessus du score qui est inscrit sur votre piste de corruption. Donc au début vous êtes à 0, donc le premier vous allez le réussir forcément. Et puis après, à chaque fois que vous allez utiliser un pouvoir, il va augmenter du nombre de corruption. Là par exemple de 3 pour la guérison impure. À partir du moment où vous faites un jet et que vous faites en dessous de votre score de corruption, forcément c'est loupé. Et en plus, tous vos alliés vont perdre 2 points de vitalité et perdre 2 points d'endurance. Donc ça pique. Et l'endurance, on en a besoin. Il me semble que je n'osais pas totalement parler tout à l'heure, mais l'endurance va énormément être utilisée pour les capacités. Voilà, il y a quasiment toutes les capacités utilisent l'endurance. Donc l'endurance est vraiment importante. Donc voilà, il y a cette nouvelle échelle qui va rajouter donc du coup encore des capacités supplémentaires à votre personnage. Et je trouve ça bien, ça fait une nouvelle évolution des personnages du chapitre 1 au chapitre 2. Voilà, en plus, on nous a fait un joli repose-carte pour mettre là encore une nouvelle chose, les capacités niveau 1 et niveau 2. Tout simplement, en début de partie, nos personnages vont posséder une capacité niveau 1. Voilà. Donc vous voyez, ça manque pas. Il y en a des tonnes. Et donc du coup, ça redonne encore de la rejouabilité sur nos personnages parce que du coup, entre la façon de les faire évoluer qui va être différente, la capacité de niveau 1 qui va être différente, le pouvoir de corruption qui va être différent, enfin même un seul personnage du coup va avoir des tonnes de façons différentes d'être joué grâce à ça. Et quand vous allez passer niveau 7, et ben hop, vous allez en gagner une autre. Par contre, en niveau 7, j'ai l'impression que c'est pas pareil en fait qu'elles sont nommées, que chaque capacité correspond à un personnage, il me semble. J'ai pas tout vu en détail, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Voilà. Donc, et voilà, là c'est pareil, niveau 7, vous avez des capacités qui vont permettre d'être débloquées pour vos personnages, vos aventuriers. Donc ça c'est super. Ça fait encore level up encore plus les personnages, ça donne encore plus d'importance et de profondeur à l'évolution de votre personnage. Donc ça, c'est super, je trouve ça bien, parce que du coup, je trouve même quand on amène quelqu'un au premier jeu, on va faire en une seule partie, il va connaître toutes les mécaniques par cœur, il va bien tout connaître. Et là, hop, après, vous pouvez enchaîner une partie sur le chapitre 2, et du coup, rapidement, on se met en place et on rentre dans la partie, et je trouve ça
génial. Je préconise même, pour que ce soit vraiment intéressant, parce que je disais, dans le chapitre 2, on va commencer niveau 5. Donc on va commencer niveau 5, on va faire évoluer nos personnages niveau 5, on va pouvoir s'équiper chez le forgeron, et on part à l'aventure. Et en fait, je trouve ce qui est dommage, c'est que du coup, on part avec un personnage, c'est un peu impersonnel, on ne l'a pas trop découvert, on l'a fait un peu progresser sans trop le connaître. Et du coup, je trouve que c'est mieux si on fait une partie avant sur le chapitre 1, on fait évoluer son personnage et on commence le chapitre 2 avec son personnage, le personnage qu'on a joué juste avant, en niveau 5. Et comme ça, vu qu'on le connaît, on l'a fait évoluer, on a un meilleur, on a un plus grand affect avec. Je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de le jouer comme ça, quoi, que plutôt commencer avec un personnage qu'on va faire augmenter directement au niveau 5. Voilà. Après, c'est mon petit conseil. Personnellement, je l'ai fait comme ça, pour que ce soit encore plus immersif. Et justement, bon, bah, je vous spoil rien. Vous commencez niveau 5, vous avez fini en fait les aventures du chapitre 1, donc vous êtes un héros, on parle de vous. Et donc du coup, bah, si vous ne l'avez pas joué avant, vous avez moins cet affect, alors que si vous l'avez joué avant, vous en avez bavé, vous avez lutté sur cette aventure, là c'est autre chose. Je trouve que vous êtes encore plus dedans dès le début du chapitre 2. Ensuite, vous allez avoir aussi plein de nouveaux monstres. Voilà. Ça, c'est des monstres qui sont intermédiaires, des monstres qui sont beaucoup plus forts, ceux qui ont l'étoile comme ça. Et quand vous allez jouer au chapitre 1, ils vont être mis, je crois, à partir de la 3e rangée de salles, je ne me rappelle plus bien. Et ça, des nouveaux monstres de base. Voilà, ça c'est encore les monstres intermédiaires. Voilà. Hop. Et là, on arrive sur des monstres puissants. Le gardien oublié. Et là, les cartes de boss. Voilà, vous voyez ça. Double le nombre de monstres pour jouer au chapitre 1 et au chapitre 2. Ça, c'est génial. Alors imaginez, il va y avoir un chapitre 3, j'ose pas imaginer. Là déjà, honnêtement, avec le chapitre 2, il y a suffisamment de matériel pour se faire des aventures incroyables. Donc, une fois que vous avez vu comment se passe le déplacement, le combat se passe exactement comme d'habitude. Quand vous allez tout simplement aller à un moment où vous allez arriver sur un chapitre qui va vous diriger sur un combat, on va vous dire le champ de bataille qui est placé, les emplacements des monstres. Où est l'étoile? Bah là, je ne vois pas. Attends, je vais prendre un autre champ de bataille. Voilà. Là, par exemple, c'est l'emplacement, la petite étoile, c'est l'emplacement des joueurs, l'emplacement des monstres. Et là, le chapitre où il faut aller quand vous avez gagné. Ici, quand vous jouez avec un maître de jeu, il va prendre de côté les cartes par contre événements, et c'est ces cartes événements qui vont être piochées. Franchement, vous n'êtes pas forcé de le faire. Vous pouvez très bien piocher aléatoirement comme comme dans le chapitre 1, les événements, ça marche aussi. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, allez chercher les événements. Et le butin, là par contre, il y a une différence par rapport au chapitre 1. Vous ne gagnez plus de cristaux et vous avez, comment ça s'appelle, un butin qui est fixe, en fait, que vous allez trouver sur les morts. Voilà. Et pareil, il n'y a plus de retour à la zone de repos comme ça. En fait, vous allez avoir un moment dans le livre où on va vous dire vous êtes sur une zone de repos et là on va vous dire vous gagnez votre endurance, vos points de vie. Et donc là, on vous dit très bien que l'étoile, ça va être l'emplacement des joueurs. Et ici, un joueur, on vous dit bah, il va y avoir le baroudeur. S'il y a à 3 joueurs ou plus, il va y avoir un deuxième baroudeur. Et là, le chiffre, c'est l'emplacement où il se situe jusqu'à 4+, 5+, et 6+. Voilà.
Voilà comment se joue le 2. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de règles en plus. Sauf que vous commencez level 5, vous pouvez monter jusqu'à niveau 7. C'est dans le livre d'aventure qu'on vous dira à quel moment vous passez niveau 6, niveau 7. Et il n'y a plus ces histoires d'achat chez le forgeron, tout ça. C'est indiqué dans le bouquin ce que vous allez gagner. Et je trouve que c'est pas mal du coup, là, s'il y a un maître de jeu, c'est lui qui va donner un peu les équipements, les objets, les trucs, enfin qui va un peu gérer tout ça. Voilà, ça c'est le chapitre 2. Vous voyez, il n'y a pas énormément de changements par rapport au 1, sauf que là, vous allez vraiment vivre une aventure comme dans un livre dont vous êtes le héros. Et maintenant, donc on arrive à cette troisième partie de la vidéo. Moi, j'ai fait quelques petites modifications pour mes parties. Comme je vous ai dit, j'ai fait la campagne intégralement seul en jouant 3 personnages. J'ai compté un peu plus à peu près une vingtaine d'heures de jeu. Et il y a des choses que j'avais envie de... D'ailleurs, je le dis tout de suite, hein, Paria Édition le dit eux-mêmes, hein, qu'il ne faut pas hésiter à modifier certaines règles, certaines choses, mixer le 1 et le 2 pour avoir un plaisir de jeu qui nous convient le plus. Donc moi, déjà, la première chose, j'ai regretté qu'on commence level 5 et j'aurais préféré qu'on commence la campagne niveau 1. Donc, dans les modifications que j'ai fait, les aventuriers vont commencer la campagne niveau 1. Quand, dans le livre de campagne, on va vous donner un passage de niveau, on va vous dire par exemple, vos personnages passent niveau 7, vous allez l'ignorer. Voilà. Parce que tout simplement, on va reprendre le système d'expérience du premier. Alors déjà, donc pour ce qui est des victoires et des aventuriers et du butin, voilà. Donc ce mode de récompense va remplacer les XP de la campagne. Donc quand les joueurs remportent un combat, ils vont gagner 1 cristal par ennemi vaincu. Pas 2 par rapport au chapitre 1, mais 1. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, ils vont lancer un D6 par ennemi vaincu. Sur 1, 2, 3, vous ne gagnez aucun butin. Sur 4 ou 5, vous gagnez 2 butins que vous piochez dans la pile des équipements communs, donc les équipements argent et bronze. Et sur un 6, vous gagnez 2 butins que vous piochez dans la pile des équipements rares. Ça, c'est la règle du chapitre 2 qui est adapté si vous voulez jouer dans le chapitre 1. Et là, du coup, je l'incorpore dans le mode campagne. Juste, je remplace les 2 cristaux par ennemi gagnés par un seul. Et les monstres puissants ne font pas gagner 4 cristaux, en font gagner un seul. Voilà. Donc ça, c'est la première modification que je fais. Ensuite, la deuxième modification que je fais, un personnage, enfin les monstres vont changer au niveau des points de vie. Oui, j'avais oublié de vous le dire, dans le chapitre 1, en fonction du nombre de joueurs, les monstres n'ont pas le nombre de points de vie. Et bien là, dans le chapitre 2, je vais faire la même chose, vu qu'on commence niveau 1. Donc quand on est niveau 1 et niveau 2, on va diviser par 3 le nombre de points de vitalité des monstres intermédiaires et des monstres puissants, au chiffre supérieur. Par exemple, un monstre qui aurait 15, du coup, il n'aurait que 5 points de vie. Voilà. Au niveau 1-2 des personnages, les monstres intermédiaires et les monstres puissants font 4 de dégâts maximum. Voilà. Au niveau 3, on va diviser par 2 les PV des monstres intermédiaires et des monstres puissants, au chiffre supérieur. Toujours pareil. Voilà. Donc les monstres intermédiaires, je vous les ai montrés tout à l'heure, hein. C'est les monstres, voilà, ceux-là, qui ont une étoile, et les monstres puissants, c'est eux. Voilà. De toute façon, ils sont inscrits dans le livre de règles. C'est pas compliqué de les retrouver.
Ensuite, donc, je vous ai parlé du victoire des aventuriers et butin. Après chaque combat, alors attendez, qu'est-ce que... Oui, après chaque combat, on considère que les aventuriers sont dans une zone de repos qui se joue comme dans le chapitre 1 de l'ordre de Viel avec ses exceptions. Les aventuriers ne gagnent pas d'endurance et de vitalité. Un aventurier peut gagner un niveau au maximum. Dans le chapitre 1, on peut gagner autant de niveaux qu'on veut, et quand on rentre dans la zone de repos, on regagne toute son endurance et sa vitalité. Là, non. On considère qu'on est après un combat dans une zone de repos, mais ça va nous permettre juste, comme dans le chapitre 1, de tirer les 5 cartes équipement, d'acheter nos équipements avec nos cristaux, et de monter d'un niveau, d'acheter des objets chez l'alchimiste. Voilà. Par contre, il ne faut pas confondre avec l'icône de repos du chapitre 2. Dans le chapitre 2, vous avez l'icône de repos qui garde ses propres règles dans la campagne. Vous allez voir souvent l'icône de repos vous faire regagner tous vos points de vitalité et tous vos points d'endurance. Maintenant, une nouvelle règle que j'incorpore, voilà, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait certains combats, alors pas tous, mais il y en avait quand même pas mal, où les personnages restaient bloqués juste à un endroit et on avait un plateau de jeu qui était sublime, et c'était dommage parce qu'on ne l'utilisait pas du tout. Donc maintenant, dans mon mode de jeu, on va placer un cristal sur les 4 coins les plus éloignés du champ de bataille. Voilà, sur chaque feuille à 4, sur le coin le plus éloigné, donc ça serait un cristal là, et un de ce côté-là, voilà, où on peut en mettre un là, un là, un là, un là. Voilà, ça en ferait 4. Voilà, sur 4 coins, les plus éloignés du terrain de jeu. Et donc, à chaque fois qu'un aventurier va terminer son mouvement sur une case où se trouve un cristal, l'aventurier ramasse le cristal et jette un des 20. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, on ne gagne qu'un cristal quand tu es un monstre et pas 2 ou 4 quand c'est un monde puissant. Donc là, pour avoir le même nombre de cristaux, il va falloir se bouger. Il va falloir trouver du cristal sur le terrain de jeu. Il ne faut même pas hésiter. S'il y a un MDD, il peut placer les cristaux où il veut. Il peut même rajouter que ce soit un événement du scénario qu'il faut aller chercher du cristal pour débloquer un passage de l'histoire. Faut pas hésiter à agrémenter, en fait. Il ne faut pas hésiter à le faire, quoi. Et du coup, le fait de rajouter ça, ça permet d'avoir un petit objectif dans le combat en plus, et je trouve ça très bien. Et donc, tout ce que je vous ai écrit, tout ce que je vous dis là, je le retranscris dans les commentaires de la vidéo. Et donc, vous allez avoir un tableau de 1 à 20 quand vous allez jeter le dé qui va vous dire ce qui se passe quand vous ramassez le cristal. Et vous allez voir, il y a plein de petites surprises qui est bien sympa, quoi. Et en plus, du coup, ça peut rajouter des petites surprises en termes de jeu sur le combat. N'hésitez pas même à vous faire un tableau plus grand ou autre. N'hésitez pas à le modifier, à vous faire plaisir. Voilà, c'est le but. C'était moi de rajouter un peu, même si vous jouez avec un NDD, gardez le tableau caché en fait et faites jeter le dé à vos joueurs. Et comme ça, vous pouvez sortir un résultat improbable par rapport à la situation de la partie, quoi, pour aider vos joueurs, par exemple. Et ensuite, j'ai fait... je disais, j'ai fait commencer les personnages niveau 1 parce que je le préférais pour faire évoluer l'aventure, faire commencer les personnages niveau 1. Parce que si je trouvais que du coup, un personnage qui commence niveau 5, il y a des persos qui sont très forts et qui, sur plein de combats, en fait, ils vont se balader. Il va rien se passer, en fait. Les combats vont être trop faciles. Et du coup, de commencer niveau 1, ça va donner un peu plus de challenge. On va retrouver aussi cet aspect du chapitre 1, d'aller chercher des objets, d'aller troquer, de discuter avec les copains, comment on va gérer les cristaux. Et j'aime tellement cet aspect du jeu
que je trouvais regrettable de ne pas le retrouver sur le chapitre 2. Et donc c'est pour ça que je l'ai incorporé au chapitre 2. Voilà. Et aussi par exemple, il y a plein d'objets qu'on gagnait chez le forgeron, on n'en avait nullement l'utilité parce qu'on était déjà trop fort. Alors que de commencer au niveau 1, on va découvrir un peu plus d'objets, on va utiliser beaucoup plus d'objets, d'équipements, enfin je trouve que c'est mieux. Ensuite, le mouvement. Donc le mouvement aussi, j'ai remarqué dans le chapitre 2, c'est que vu que tout le monde se déplaçait de 4 cases, c'était très facile d'anticiper les actions de tout le monde. Et j'ai trouvé que du coup, les armes à distance étaient trop fortes, parce que je faisais... Et au bout d'un moment, j'équipais tous mes personnages avec des armes à distance. Et je me rendais compte en fait que j'avais plus besoin de faire de corps à corps, et que je tenais les ennemis à distance. Et les ennemis qui faisaient du corps à corps, en fait, je les tuais avant qu'ils arrivent au corps à corps, en fait. Je faisais un véritable carnage. Et donc, je me suis dit, bah, il faut trouver une solution pour changer un peu tout ça. Donc, j'ai modifié un peu légèrement la règle du mouvement. À la place d'une action de mouvement normale, un aventurier ou un ennemi peut faire une course. Ce qui veut dire, quand un aventurier ou un ennemi fait une course, il fait son mouvement plus 2. Voilà, son mouvement plus 2. Un ennemi qui ne possède pas d'action de combat à distance fait une course avec un mouvement plus 3. Forcément, un ennemi qui a un arc ou une arbalète, ça va être plus dur de courir et tirer. Et pour un ennemi comme un monstre qui va se battre qu'avec ses griffes, c'est plus facile pour lui de courir. Donc quand il fait une course, il a une meilleure course. Voilà. Par contre, il y a un inconvénient à faire une course. La prochaine action de combat de l'aventurier ou de l'ennemi se fait à -2 quand il fait une course juste avant. Donc par exemple, je vais courir, voilà, plutôt que faire mon mouvement de 4, je vais faire une course, donc mon mouvement plus 2, ce qui va faire 6. Je vais bouger de 6 et je vais faire une action de combat à -2. Voilà. Parce que, évidemment, à partir du moment où tu cours, c'est plus difficile de mieux te concentrer sur ta frappe, d'être plus précis. Alors que tu attends peut-être ton adversaire qui t'attend de pied ferme en statique et qui a pris une bonne position défensive. D'où ce petit malus de -2. Si un aventurier ou ennemi fait plusieurs actions de course avant de faire son action de combat, le malus sera de -4. Ce qui veut dire que par exemple, si un ennemi fait une course de 6, il ne peut pas faire d'action de combat parce qu'il est encore trop loin. Le tour d'après, il refait une action de course et fait une action de combat. Donc il aura fait 2 actions de course consécutives. Donc là, il aura un malus de -4. Le malus ne peut jamais dépasser le -4 qu'on ait fait 3 courses, 10 courses. Voilà. C'est forcément, on a pris de plus en plus d'élan, on a couru encore plus vite, donc on a fait une plus grande course. En mode solo ou coopératif, les ennemis feront toujours une course pour être à portée de tir ou de corps à corps des aventuriers. Voilà, toujours. Ouais. Oui, parce que les ennemis, il y a plusieurs types d'ennemis, hein, et qui ont un comportement bien spécifique, et selon le comportement, vont faire des choses un peu différentes. Voilà, c'est les modifications de règles que j'ai faites. C'est pas grand-chose. Voilà, je vous les liste je vous les mettre en commentaire. Mais ça va permettre de mettre un peu plus de danger sur la partie. Et comme je disais, oui, là par exemple, je vais vous montrer les silhouettes. Là par exemple, ça veut dire que c'est un ennemi qui est furtif. Parce qu'en fait, quand vous allez être adjacent à un ennemi, si vous voulez déplacer, il faut faire un test à D20, dépasser la défense. Si vous le dépassez, vous pouvez continuer. Ça, c'est un ennemi qui va foncer au corps à corps. Et là, par exemple, quand il y a l'arc, on nous dit que c'est un ennemi qui tire. Alors moi, je préconise aussi un autre truc, c'est qu'à partir du moment... Voilà, je vais vous montrer un truc. Voilà, par exemple, là, on a la liste des ennemis. À partir du moment où on est niveau 5,
trouve qu'il ne faut pas hésiter à rajouter. Alors là, par exemple, niveau 5, on nous dit que si par exemple je joue à 3 joueurs, je vais avoir ces 3-là. D'accord? Seulement, honnêtement, niveau 5, et bien les 3 là. Ah si, les 3, il y a ça. Ouais. Ouais. Là. Bon, là, déjà, c'est un peu costaud. Là, j'avoue, c'est costaud. Mais des fois, vous allez avoir que 3 ennemis. Et honnêtement, à partir de niveau 5, il faut pas hésiter à jouer au moins un ennemi en plus. Il faut pas hésiter. Parce que, en fait, vous allez voir que les combats sont beaucoup plus faciles à gérer que dans le chapitre 1. Et autant dans le chapitre 1, le moins de petits ennemis peut vous faire trembler, autant dans le chapitre 2, vu que vous allez gérer la distance, vous allez gérer le décor, l'ennemi peut passer 2-3 tours sans attaquer. Alors que dans le chapitre 1, il va attaquer tout le temps, donc vous allez être en panique. C'est beaucoup plus difficile. Et du coup, il y a une meilleure tension. Et je trouve que dans le chapitre 2, on retrouve moins ça. Donc, n'hésitez pas à rajouter des ennemis pour rajouter un peu de difficulté au jeu. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de l'ordre de Viel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, ce jeu est génial. Voilà, maintenant, avec tout le matériel que j'ai, même une fois qu'on a fait la campagne, il ne faut pas hésiter. Quand tu joues le maître de jeu, tu vas créer ta propre histoire. Tu vas faire vivre ta propre aventure à tes joueurs. Enfin, tu peux faire des trucs de fou. Ce jeu est dingue, rien à dire, il est génial. J'attendais un jeu comme ça, je suis super content de l'avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester, en tout cas ce jeu, vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite les crocos pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye!